Salut à vous les amis de la terreur. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore le contraste. Alors c'est une histoire pleine de contrastes que je vous propose aujourd'hui, comme un petit tour dans les montagnes russes à bord d'un train fantôme. De la tendresse, de l'humour et un peu de gore quand même, avec une pointe de nostalgie des années 80 pour un conte horrifique et intrigant. Alors je dédie cette histoire à ma tendre maman, qui a donné son surnom, Muscari, à Huguette Muscari, l'héroïne de cette histoire, et aussi à ma tante Cynthia, qui fait partie de l'histoire. Elles se sont portées volontaires pour incarner deux personnages. Alors j'imagine qu'elles ne vont pas raffoler du côté gore de ce récit, mais au-delà des scènes chocs, c'est une histoire tendre qui nous replonge dans l'enfance des années 80. Parce que nos peurs d'enfants restent sûrement les plus intenses. Alors si vous aussi vous souhaitez faire partie d'un des prochains échos du crépuscule, dans la saison 2, puisque la saison 1 va s'arrêter avec cette histoire, et on reprendra donc la saison 2 des échos du crépuscule au mois d'avril. Entre temps, il va y avoir une série qui s'appelle Apocalypse City, une série SF suspense, action, qui va un petit peu changer des histoires que vous avez l'habitude d'entendre sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de faire partie de la saison 2 des Échos du Crépuscule comme Marie qui s'est portée volontaire et qui sera donc dans un des prochains épisodes, eh bien vous pouvez me laisser votre prénom ou votre surnom en commentaire avec quelques détails sur votre physique, votre caractère, quelques adjectifs qui vous définissent pour donner un petit peu de profondeur au personnage et vous vivrez virtuellement une histoire fun mais dangereuse. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Mamie Muscari et ses pensionnaires dans cette aventure horrifique, fantastique, pleine de rebondissements et d'humour au second degré. Et pour clôturer cette saison 1 des Échos du Crépuscule, je vous retrouve à la fin de l'histoire pour vous donner un petit peu plus de précision sur la petite histoire de ce récit. Bon voyage. Le rat, d'une taille exceptionnelle, se faufile jusqu'aux toilettes par où il était entré quelques minutes plus tôt. Le sang frais sur son museau se dilue dans les eaux de la cuvette. Son corps s'étire dans le conduit pour glisser jusqu'aux égouts. Dans l'appartement d'où l'animal vient de s'échapper, le téléviseur tourne dans le vide. Le spectateur, éventré sur son canapé, est encore agité de soubresauts. Les yeux révulsés par la douleur ressentie quand la bête s'est extraite de ses entrailles. Depuis son abdomen déchiré, sur son pantalon, sur les accoudoirs, sur le tapis, des petites traces de pâte sanguinolente courent, en s'estompant, jusqu'à la salle de bain. Jexfour, il agit à fond. C'est chouette la vie. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Si le rat pesait 20 kilos, l'homme ne serait plus le maître du monde, disait Albert Einstein. On peut ajouter, s'il se mettait à rendre justice, il serait impitoyable. Vous aimez la cannelle, les enfants? Oui! Alors, celles et ceux qui veulent de la cannelle sur leur tarte aux pommes peuvent venir ici se servir. Les autres peuvent venir de ce côté. Cynthia va vous donner des gobelets, on va ouvrir du champomis pour fêter l'arrivée de Chloé parmi nous. Les 12 enfants s'éparpillent autour de la grande table, au centre du réfectoire. Des bouts de chou que la vie n'a pas gâtés, et dont Huguette s'occupe avec l'aide de Cynthia, l'aîné de ses 13 pensionnaires. Enfin non, 14. Car aujourd'hui, une nouvelle petite âme a rejoint le refuge des petits mulots. Un endroit protecteur où des enfants sans parents sont confiés aux bons soins de Huguette Muscari, que ses petits protégés appellent d'ailleurs Mamie Huguette ou Mamie Muscari. Alors, aujourd'hui, on accueille Chloé. Tout le monde dit bonjour à Chloé? Bonjour Chloé! Mamie, Oui, Bruno? pourquoi Chloé a des dents de lapin? Les enfants, je vous demanderai d'être gentils avec Chloé, pas comme Bruno, qui est sûrement déjà honteux d'avoir fait cette méchante remarque. N'est-ce pas? Oui, mamie, je m'excuse. Bon. Chloé n'entend pas et ne peut pas parler, mais elle a autant besoin d'amis que vous. Je compte sur vous pour l'accueillir avec gentillesse, parce que au refuge des petits mulots, On est tous amis. c'est bien.
Donc Chloé est notre nouvelle amie. Pour celles et ceux qui le voudront, des cours de langage des signes seront donnés le mercredi dans la pièce d'études. Comme ça, tout le monde pourra échanger et faire connaissance avec Chloé. Mamie, Oui, Bruno? pourquoi c'est nous qu'on doit apprendre à parler comme elle? Pourquoi on la force pas à apprendre à parler comme nous? Parce qu'on ne force pas les gens et que c'est en faisant un pas vers les autres qu'on apprend à les aimer. Moi, j'ai pas envie de l'aimer. Je serai jamais amoureux. L'amour, c'est pas seulement être amoureux. On peut aussi aimer plein de choses ou de personnes sans être amoureux, tu comprends? Non. Depuis le fin fond de l'immense bâtiment, la sonnette retentit faiblement. Dans cette vieille ferme aménagée en gîte pour les orphelins, les visites sont rares. Cynthia, va voir qui est-ce, s'il te plaît. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfous. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfour, il agit à fond. L'oreille collée au cornet de l'interphone, la jeune fille regarde par la lucarne de la porte d'entrée. La structure en U de la ferme enclave une cour, à la grille de laquelle 2 gendarmes patientent. Bonjour, gendarmerie nationale. Nous aimerions parler à madame Huguette Muscari. Je vous raconte cette histoire incroyable parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Maintenant, je suis très vieux. L'hiver de la vie est à ma porte. Alors c'est le moment de révéler ce que je sais. Il s'est passé énormément de choses au refuge des petits mulots. J'y suis arrivé en 1976. Après le drame, en 1982, il sera fermé. Définitivement. Je m'appelle Fabrice Piret. Des années durant, j'ai récolté des témoignages et je les ai soigneusement consignés pour connaître l'histoire dans son entièreté. Aujourd'hui, je peux la restituer dans les détails, presque mot pour mot. J'ai encore bien du mal à croire à ce qui est arrivé. C'est une histoire inconcevable. Une histoire à la fois belle et horrible. À la fois terrifiante et fantastique. Je vais tout vous raconter. Au présent, comme si on y était. D'ailleurs, mon esprit revit ces événements comme s'ils venaient de survenir. Comme si je m'y trouvais encore. J'avais 52 ans. J'étais homme d'entretien. J'avais fait pas mal de boulots différents déjà. Et ma polyvalence m'a valu d'être embauché au refuge des petits mulots. Mon employeuse, Huguette Muscari, me payait bien. Je m'occupais des réparations, de l'entretien des abords de la ferme, du jardinage, et je l'aidais à soigner les animaux. Les mains d'Huguette souffraient d'arthrose. Les tâches de manipulation lui étaient pénibles. Elle allait sur ses 85 ans. Au fil du temps, nous sommes devenus amis. Travailler pour Huguette au milieu de tous ses enfants était plaisant. Même si ces petits garnements laissaient pas mal de bazar sur leur passage. Enfin, pas tous. C'était animé, rarement silencieux. Et j'aimais bien ça. Il y avait là 14 enfants, 8 filles et 6 garçons. Des petits orphelins. Certaines d'entre eux, on avait déjà vu de toutes les couleurs, presque aussi expérimentés dans le malheur que l'homme de 95 ans que je suis aujourd'hui. Et je vais reprendre mon récit à ce moment où Huguette fut convoquée à la gendarmerie. C'est à cette période que les événements étranges ont commencé à se manifester. Nous sommes en 1982. Dans le bureau d'interrogatoire, Huguette, mal à l'aise, s'agite sur sa chaise. Le brigadier, face à elle, recueille ses propos sans manifester le moindre état d'âme. Ni gentillesse, ni agressivité. Une neutralité plus imperturbable encore que la pile de feuilles de rapport posées sur son bureau. C'est une simple déposition de témoignage, madame Muscari. Vous n'êtes pas obligé de répondre et vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Mais j'ai quelques questions à vous poser concernant monsieur Utrelio Gérard. Vous connaissez ? D'un geste mécanique, le gendarme feuillette le rapport qu'il a devant lui. Que très peu. Juste de réputation.
Et quelle est cette réputation, Madame Muscari? Pas très bonne, jeune homme, pas très bonne. C'est-à-dire? C'est un vieux dégoûtant, un pervers d'après ce qu'on m'en a dit. Le brigadier se tapote la lèvre avec son stylo. Il est famille avec une de vos pensionnaires, n'est-ce pas? Oui, c'est l'oncle de la petite Gaëlle. Il lui est arrivé de rendre des visites à sa nièce, n'est-ce pas? À votre foyer pour orphelins. C'est arrivé, effectivement. L'homme prend note. Et ça se passait bien? Pourquoi cette question? Je veux dire, l'oncle se retirait-il avec sa nièce à l'abri des regards? Ça dépend de ce que vous appelez à l'abri des regards. Il lui est arrivé de l'emmener manger une glace, mais toujours sous la surveillance de mon assistante Cynthia. Vous devriez lui poser la question. Mes collègues s'en chargent à côté. Ce monsieur a fait quelque chose de grave? C'est ce que nous essayons de déterminer, Madame Muscari. Et quand avez-vous vu Monsieur Utrelio pour la dernière fois? Oh là là, je ne m'en souviens plus, jeune homme. Vous savez, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Le gendarme secoue son stylo, le pose en maugréant, puis en cherche un autre dans le pot à crayon. Nous croyons savoir que vous élevez des rats dans votre ferme. Ces renseignements sont exacts? Effectivement, mais pas seulement des rats, aussi des lapins, des chèvres, 2 poneys, et même une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Les enfants se roulent sur la pelouse. Ils adorent les animaux, et leur contact leur fait beaucoup de bien. Combien de rats avez-vous, Madame Muscari? J'en ai 7. Pourquoi donc cette question, jeune homme? L'un d'entre eux s'est-il sauvé récemment? Absolument pas. Parce que des témoins disent qu'un énorme rat est sorti de chez vous lundi soir et qu'il est revenu tard dans la nuit. Il penche la tête. C'est possible ça, Madame Muscari? Oh, tout est possible, jeune homme. Mais ça n'est certainement pas l'un des miens. Ils ne quittent jamais leur enclos sans un humain. Les enfants les adorent, vous savez. Vous allez finir par m'expliquer ce qui se passe, jeune homme? Je vais vous expliquer, Madame Muscari, mais j'ai encore une ou deux questions. Quelle est la taille de votre plus gros spécimen? Je veux dire, à peu près. Gratouille, mon rat gris mesure environ 22 cm de long et pèse environ 500 grammes. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un énorme rat. Vos voisins affirment apercevoir fréquemment un énorme rat gris, justement, aux alentours de votre ferme. Vous savez, jeune homme, la nuit, tous les rats sont gris. Avec un sourire crispé, l'officier cligne des yeux et secoue la tête pour balayer la plaisanterie. Premier signe d'émotion depuis le début de l'entretien. Et vous-même ne l'avez jamais vu? Un gros rat gris en liberté? Non, jamais. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Il se recale sur son siège. D'après vous, un seul rat est-il capable de terrasser un homme d'une corpulence moyenne? Drôle de question. Ces petits animaux n'ont aucune méchanceté, vous savez. S'ils ont le choix, ils choisissent la fuite. Oui, mais s'ils n'ont pas le choix. Dans la nature, ils peuvent attaquer pour se défendre. Mais un humain ne peut pas en mourir, si c'est ça que vous voulez dire. À moins que le rat en question soit porteur d'une maladie, comme la peste ou la rage. L'homme semble hésiter et finit par demander. Mais est-il possible de dresser un rat? On peut. Le dresser pour tuer? Hein? Oh non, je ne crois pas, non. On peut leur faire effectuer des petites acrobaties, leur apprendre à mettre une balle dans un gobelet, ou à activer une trappe. Mais tuer, ça je ne crois pas. Vous allez enfin me dire de quoi il retourne, jeune homme, avant que je m'en aille? Eh bien, Madame Muscari, il se trouve que Monsieur Utrelio est mort. Et d'après les premiers résultats d'autopsie, un rat serait à l'origine de l'attaque létale dont il a été l'objet. Huguette affiche une mine sidérée. Le gendarme lui donne quelques détails. L'animal serait entré par la bouche pour ressortir par le ventre, après avoir grignoté tous les organes sur son passage. C'est impossible. C'est ce que nous pensions aussi. Pas d'école le mercredi après-midi. Les enfants sont occupés à diverses activités. Élise et Chloé font de la balançoire. Le petit Karim les pousse, chacune à leur tour. Bruno, Ahmed et Kevin jouent au ballon avec Joris, tandis que je ratisse les feuilles mortes sur la pelouse. Huguette nourrit les animaux avec Laurette et Katia. Les 4 autres sont en balade avec Cynthia. Cette petite, qui est la plus âgée, Cynthia a 16 ans cette année 1982, eh bien cette gamine est une véritable guerrière, mais dans le bon sens du terme. Elle assiste Huguette dans les tâches ménagères, s'occupe des plus petits, les protège et m'aide parfois à entretenir le jardin sans jamais se séparer de son Walkman. Une mélomane. Je lui dis toujours que cet engin finira par la rendre sourde. Alors elle baisse momentanément le son. À 8 ans, elle a été accueillie par Huguette au refuge des petits mulots, suite au traitement de ses parents. Une mère alcoolique dépressive et un père violent, un grand classique. On leur avait enlevé la garde de Cynthia, placée d'abord dans une famille d'accueil, avant d'atterrir au refuge. On retrouve un contexte identique pour de nombreux pensionnaires ici. Dans certains cas, les parents sont décédés.
comme ceux de Latifa et Karim, péris dans un crash d'avion. La mère du petit Bruno, le père de Samia, suicidé, le père de la petite Gaëlle, mort d'une overdose. Certains d'entre eux, un peu déboussolés, se montrent parfois turbulents et même agressifs envers les autres. Mais Huguette veille à éviter les injustices. Autant qu'elle le peut, elle tente de guérir le profond sentiment de rejet qui ronge les plus fragiles de ces petits mulots. Voilà 25 ans que Mamie Muscari, c'est ainsi que les enfants la surnomment, mais je crois que je l'ai déjà dit, je perds un peu la boule. Eh bien voilà 25 ans qu'elle leur voue son existence. C'est une femme un peu rude de prime abord, mais qui sait faire preuve d'une grande douceur et d'une patience à toute épreuve. Ici, on ne transige pas sur les principes de la politesse et du savoir-vivre. Le respect des autres est la règle qui prime. Huguette tient aussi à mettre l'accent sur le développement de chacune d'entre eux. Elle les encourage à pratiquer du sport, de la musique ou du dessin. Et certains sont très doués, comme le petit Joris à la guitare ou Cynthia en danse classique. La dernière arrivée, Chloé, compense la déficience de son ouïe et ses difficultés de communication à travers le dessin. Elle a 9 ans et est incroyablement talentueuse. Elle me montre parfois ses croquis et je n'en reviens pas. La majeure partie de son temps est accaparée par cette passion qui l'anime. Avant d'être accueillie au refuge, Chloé aussi, tout comme Cynthia, avait été provisoirement placée dans une famille. Et Huguette lui a rendu régulièrement visite le mois précédant son adoption, histoire qu'elle se familiarise à sa présence. Huguette connaît le langage des signes. Aussi, la petite a rapidement établi le contact. Pour une fois, Chloé a consenti à se joindre à ses camarades pour la promenade avec Cynthia. Elle est devenue très amie avec le petit Ahmed, qui souffre d'une déficience mentale. Suivie par la ribambelle, Cynthia revient tout à coup en panique, les larmes aux yeux. Elle a coupé court à sa balade. Près du champ des Gabichards, il y avait encore cette bande. Les trois mêmes que la dernière fois? Oui, ceux qui avaient traité Samia de grosse trouille et frappé Bruno. Mon engueulade de la dernière fois ne leur a pas servi de leçon alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Ils jetaient des cailloux aux 2 ânes du père Gabichard. Je les ai engueulés, ils m'ont jeté une pierre et sont partis en m'insultant. Oh, mais tu saignes! Genre une belle bosse sur le front. Mais c'est qu'une égratignure. Va quand même désinfecter ça. Les frères Trocard et leur cousin Franck. Ces satanés gamins habitent le village. Des ados boutonneux. Moi je les appelle les frères Tocards. Depuis un moment, ils s'en prennent à nos pensionnaires. Et je les ai déjà remis en place plusieurs fois. Je ne dis pas qu'ils méritent ce qui va leur arriver, mais tout de même, une bonne leçon ne leur ferait pas de mal. Alors, je fais une petite parenthèse sur les événements qui se produisirent à la suite de cette journée. 2 jours après leur agression sur Cynthia, on apprit qu'ils avaient tranché les oreilles d'un âne du père Gabichard. Un acte de cruauté resté impuni. Cette injustice me révoltait. Et je n'étais pas le seul à m'insurger de cette barbarie. Une semaine auparavant, il y avait eu la mort de Gérard Utrelio, l'oncle pervers de la petite Gaëlle, tué par un rat. Eh bien, ce rat justicier allait s'occuper également de ces 3-là, les frères Tocard. Je ne les aimais pas beaucoup, mais je n'aurais quand même pas été jusqu'à leur ôter la vie. J'ai mené mon enquête pour reconstituer les faits et vous les restituer au plus près de la réalité. David Trocard exhibe avec fierté les oreilles sanglantes à son cousin Franck. Oui, c'est lui et personne d'autre qui les a tranchées pour fabriquer un bonnet d'âne à afficher sur la tête de son frère. On va lui faire une bonne blague et lui foutre la trouille. Son cousin déglutit tandis que son regard glisse sur les organes duveteux tenus par l'autre. Ce dernier les dépose sur la table de leur cabane. Ces sales petits voyous ont leur quartier général dans un assemblage grossier de tôles ondulées. C'est là qu'ils préparent leur sale coup. Au fond du jardin, chez leur père, Henri Trocard, commandant à la gendarmerie. Tout le monde sait que ce sont eux qui arrachent les boîtes aux lettres, défèquent sur les paillassons et s'amusent à torturer les animaux des éleveurs. David Trocard et son frère Ludovic sont presque majeurs. Le premier a déserté l'école depuis un moment. Ludovic est toujours au lycée. Leur cousin Franck, quant à lui, a 15 ans. En cette fin d'après-midi, Trocard prépare son méfait avant le retour de son frère. Il attache grossièrement les 2 oreilles de l'âne
à du fil de fer qu'il arrondit pour en faire une couronne. Il a du sang plein les mains. Eh, t'as déjà vu un bonnet d'âne comme celui-là? Berk, c'est dégueu. Ça lui apprendra à faire le malin. Ludo se croit plus intelligent, je vais lui faire voir c'est qui commande. Ludovic Trocard, le jeune frère, entre dans la cabane, son sac de cours sur l'épaule. Hé les gars. Son grand frère lui saute immédiatement dessus, tentant d'enfiler le bonnet d'âne sur sa tête. Oh, t'es naze ou quoi? Mais la couronne macabre tombe mollement sur la terre, en même temps que le sac de Ludovic. C'est quoi ce truc dégueulasse que t'essaies? Les deux frères s'empoignent, et ça tourne à l'affrontement. Calmez-vous les gars. Ludovic ressort de la cabane quelques minutes plus tard, le visage cramoisi. Les hennissements plaintifs de l'âne agonisant retentissaient encore dans le lointain. Alors, je tiens à vous rassurer, à l'époque, la pauvre bête a été soignée et ensuite recueillie par Huguette au refuge des petits mulots. Tout comme les petits mulots, j'estimais que les frères Tocard méritaient une bonne correction. Enfin, surtout ce teigneux de David. Mais le rat justicier ne fit pas de distinction. Il leur infligea le même sort à tous les trois. C'était le samedi soir, au lendemain même du geste de barbarie de David Trocard. Sur le double mini-écran à quartz de leur petit boîtier orange, des tonneaux jetés par le gorille descendent le long d'un échafaudage imprimé sur le plastique. Le petit personnage anthracite tente de sauter par-dessus les tonneaux pour gravir l'échafaudage, sans se faire écraser et sauver une princesse prisonnière du quadrumane énervé. À la lueur de quelques bougies dans leur cabane en tôle, les trois ados se partagent le jeu électronique Dernier Cri à contre-cœur. Assis sur des poufs en sky, ils jouent à Donkey Kong en fumant leurs cigarettes. David Trocard ordonne, File-moi ça, c'est à moi. Mais non, c'était mon tour normalement. s'offusque le cousin. Ta gueule. Un flacon d'essence à Zippo tombe d'une étagère. Putain, fais gaffe. S'énerve Trocard, C'est pas moi. se défend son cadet, C'est sûrement le vent qui a fait bouger les tôles. conclut le cousin. Mais personne ne va ramasser le flacon qui répand son contenu en goutte à goutte sur le béton. Un petit grattement discret passe inaperçu dans le coin sombre de la cabane. Pourtant, la créature grisâtre tapie là mesure une taille qu'un œil attentif ne pourrait manquer de remarquer. Collés sur l'épaule de David Trocard, les deux autres suivent avidement l'ascension du valeureux sauveur sur l'écran en quartz. Écartez-vous, putain, vous allez me faire perdre. Et voilà, je suis mort, putain. Je recommence. Mais non, c'est à moi de jouer. Ferme-la. C'est à cause de vous que j'ai perdu, alors je recommence, point. Hé, vous avez vu ça? Quoi? J'ai vu un truc passer près de la porte. Le corps gris et palpitant de l'énorme rat apparaît dans l'auréole de lumière qui entoure le trio. Il dégage une étrange odeur de muguet, à peine couverte par l'odeur prégnante de l'auréole d'essence qui s'étend par terre. Putain, j'ai jamais vu un rat d'une taille pareille. Braille David Trocard. Ludovic Trocard se lève d'un bond, plaque son dos contre la tôle. Bordel, il a pas l'air commode. L'animal aux yeux rouges avance avec lenteur, la gueule semi-ouverte. Ses côtes tressaillent par saccades, tandis qu'il hume l'air en faisant trépider sa truffe dans leur direction. David Trocard se remet sur ses pieds. Il pousse son cousin devant lui en s'exclamant. Barre-toi de là, sale bestiole. À ce moment, l'animal retrousse ses lèvres écumantes en poussant un petit cri. Ses dents se dévoilent comme des crochets de nacre jaunis et ébréchés. Il se dresse sur ses pattes postérieures, agite ses petites mains griffues à quelques centimètres du sternum de Franck. David Trocard attrape Franck par les épaules et tente de contourner le rat, utilisant son cousin comme bouclier. Ludovic, quant à lui, longe la paroi discrètement. Mais la bête bondit sur lui, l'agrippe et déchire la peau de son cou si profondément que l'entaille atteint la carotide. Un jet rouge éclabousse les tôles de la cabane, ainsi que les vêtements de David Trocard qui tente de fuir. Il fait 2 pas vers la sortie. Putain. Tel un ressort, l'animal se propulse sur la clavicule gauche de David Trocard et plante profondément ses incisives dans le muscle à travers son t-shirt. Trocard tombe et se roule au sol. Il rampe jusqu'à l'ouverture donnant sur le jardin obscur. Mais il ne l'atteint pas. Le rat l'a attrapé par le tendon d'Achille et ses quenottes tranchantes transpercent la chair derrière ce ligament si sensible. Avec une force prodigieuse, la bête tire violemment en arrière
et son flanc heurte la petite table qui se renverse. Les bougies tombent et la flaque d'essence s'embrase. Le survêtement en nylon de Trocard s'enflamme et la matière brûlante se contracte autour de sa peau. Paniqué, Franck le cousin se précipite vers la sortie, mais le rat le saisit à l'arrière du genou, puis lui entame le muscle de la cuisse droite. L'ado se débat et frappe l'animal au museau. Celui-ci relâche sa prise et Franck parvient à s'enfuir. Le rat revient sur David Trocard, agonisant dans ses vêtements fondus, le tendon d'Achille déchiré et la clavicule à vif. De ses mains griffues, l'animal lui écarte la bouche, déchirant les commissures de ses lèvres pour se frayer un passage dans sa gorge. Le poil rêche se comprime contre son palais, tandis qu'il suffoque. Un filet d'air parvient à entrer lorsque l'animal compacté s'étend dans le bas de sa trachée, museau en avant. Il lui perfore l'œsophage et atteint l'estomac. Trocard retient désespérément sa dernière goulée d'oxygène, qui finit par jaillir de ses poumons dans un cri, quand l'animal entre dans son intestin grêle. À l'aide de ses incisives, le rat pratique une incision dans la membrane de son côlon, et le poil visqueux, il ressort par le dernier tunnel. L'énorme muridé repart par le jardin, il longe les fossés et se faufile dans les feuilles mortes jusqu'à atteindre le refuge des petits mulots. Le cousin des Trocard a pu affirmer que l'attaque avait été perpétrée par un rat, comme pour le meurtre de Gérard Utrillo. L'adolescent est décédé 4 jours plus tard d'une septicémie. Le plus grave fut que d'autres vendettas du même genre eurent lieu à la suite de celle des frères Tocard. Je ne vais pas dire que je me suis réjoui de leur sort, mais peut-être qu'après tout, si. Ce que Trocard avait fait subir à ce pauvre âne n'était sûrement que le début d'une escalade, et il serait devenu une sale petite brute. Ma foi, c'est regrettable pour les 2 autres, qui étaient peut-être récupérables. Toujours est-il que faire justice soi-même et tuer les gens est répréhensible. Alors ça faisait de ce rat justicier un assassin. Le petit monstre était devenu l'ennemi public numéro 1 dans la circonscription de Mornon-Beu et de ses alentours. D'où venait-il ? Était-il un seul individu ou plusieurs spécimens ? On ne faisait plus dans le détail. Le maire paya une société de dératisation pour inspecter partout et éradiquer les rongeurs des maisons de ses administrés. Inutile de vous dire que l'élevage du guet était perçu d'un mauvais œil. Et un jour de septembre, le service d'hygiène municipal envoya un agent pour saisir les 7 rats. Après tout, on avait vu l'énorme rat gris traîner du côté du refuge des petits mulots. Le type était arrivé avec son porte-document sur l'avant-bras, la mine pincée. Moustache fine et costume noir, flanqué de 2 agents en combinaison bleue qui consignèrent la présence des animaux incriminés. Malgré les supplications de Cynthia et des enfants présents à ce moment-là, le préposé ne montra aucune réticence, et même une certaine satisfaction à leur enlever leurs petits compagnons. Joris et Bruno assistaient à la scène d'un air triste. La petite Chloé pleurait. Elle les aimait tant. Elle avait passé tellement de temps avec eux dans son monde de silence. Huguette ne se priva pas de protester. N'insistez pas, sinon j'appelle les gendarmes pour me prêter main forte. Moi, mon râteau à la main, je m'étais emmêlé en croyant bon d'ajouter mon avis. Oui, de toute façon, ceux-là, quoi qu'on leur demande de faire, ils s'arrangent toujours avec leur conscience. Le petit agent moustachu avait zippé son porte-document d'un geste sec, avant d'ajouter « Pas sûr non plus que vous pourrez garder les lapins et les chèvres. Et je vais aussi toucher un mot à propos des poneys à mon administration. » Sur le procès-verbal d'exécution, son nom apparaissait au-dessus de la signature. Maurice de Grume. Maurice de Grume. Le vent siffle en effleurant les briques rouges de la ruelle humide. Un réverbère clignote. Un peu plus loin, le bruit d'une boîte de conserve résonne dans le dédale étroit. Maurice de Grume titube en bousculant les poubelles cabossées. Il s'arrête en chancelant et extirpe un paquet de gauloises de sa poche de poitrine.
Il rit bêtement à l'évocation de la soirée qu'il vient de vivre. La même que chaque vendredi, au Blink Cabaret. Des danseuses qui se dénudent, des hôtesses qui le cajolent autour d'un magnum de champagne, un bout de cuisse caressé à la dérobée et quelques centaines de francs engloutis dans les voluptés éphémères d'un jeu de séduction illusoire. Le regard trouble, il plisse les yeux en tentant d'allumer le filtre de la cigarette qu'il a mise à l'envers dans sa bouche. Ah merde, putain. Il jette la cigarette et finit par rejoindre sa voiture dans une rue voisine. La Renault Fuego s'engage en direction de l'autoroute. Maurice de Grume pousse le moteur dans les tours. Dès le premier virage, les freins refusent de répondre. Il tente de rectifier sa trajectoire, mais la vitesse est trop élevée. L'avant droit de la voiture racle la glissière de sécurité, le clignotant explose. De Grume braque à gauche. La voiture part en crabe et finit sa course dans le fossé opposé. Il n'avait pas mis sa ceinture. Le choc de son front contre le volant l'a complètement sonné. La portière ne s'ouvre pas. De Grume vomit. Les restes de la blanquette de veau qu'il s'était empiffré avant d'aller au cabaret coulent dans le col de sa chemise, délayé dans un flot acide de champagne. Par-dessus l'odeur piquante de sa vomissure, il perçoit un parfum prononcé de muguet. Un grattement sur la banquette arrière lui fait tourner la tête. Il a juste le temps d'apercevoir une sorte de petite corde rose dépasser dessous son siège avant de disparaître. Malgré son esprit embué, Maurice de Grume identifie une queue de rat. Il en a vu suffisamment ces derniers temps pour savoir les reconnaître au premier coup d'œil. La sale bestiole est sous le siège. Il glisse péniblement sur le siège passager quand une douleur fulgurante frappe sa cheville gauche. Un craquement s'accompagne d'une douleur aiguë au niveau de son mollet. La tête du muridé lui apparaît. L'animal a ses dents plantées dans sa chair à travers le pantalon. De Grume agite sa jambe frénétiquement. L'animal se détache, non sans avoir arraché un morceau du muscle. Lâche-moi, sale bête. Puis en plantant ses griffes dans le tissu, il remonte le long de la jambe de Grume terrorisé. Cette histoire de rat tueur était donc bien vraie. Il sent le picotement des petites griffes parcourir son corps. Le monstrueux rat lui saute au visage et s'agrippe à ses oreilles. Il lui croque l'os du nez. De ses dents, le rat monstrueux parvient à déraciner le cartilage des cavités nasales de l'homme, laissant là un trou palpitant avec des chairs pendouillants qui s'ouvrent et se referment comme des clapets mous. La bête introduit sa fine main à l'intérieur et, étirant sa patte, ses ongles crochus parviennent à perforer la cloison jusqu'au cortex frontal. Les griffes se referment sur la matière molle qu'elle rencontre derrière. Et d'un coup sec, le rat extirpe un bout de cervelle des sinus sanguinolents de sa victime, qui succombe sur le coup. Vous vous doutez bien que c'était le rat qui avait rongé le câble des freins de la Fuego de ce cher monsieur de Grume. Et c'est ce soir-là que j'ai subi le pire choc de ma vie. Parce qu'à ce stade, vous devez être aussi perplexe que la police à l'époque. Et pas que la police d'ailleurs. On était tous perplexes. Et nombreux à se dire que le refuge des petits mulots était lié à l'affaire d'une quelconque manière. Et comme tout le monde, vous devez vous dire que ce rat était rudement intelligent. Et puis surtout, qu'il est impossible qu'un animal puisse être animé d'un esprit de vengeance, qui plus est, un esprit aussi machiavélique. Et vous avez raison. D'après les enquêteurs, un humain se cachait forcément derrière tout ça. Quelqu'un qui aurait dressé ce rat. Huguette, Cynthia et même moi figurions parmi les suspects. Tout convergeait vers les petits mulots. La police avait fait mettre l'ancienne ferme sous surveillance. Et j'admets que leur déduction approchait la vérité. Seulement, elle était bien pire, la vérité. Et surtout, bien plus invraisemblable. Effectivement, un énorme rat gris rôdait aux alentours du refuge. Moi, je l'avais déjà vu, mais n'en avais rien dit. Je n'aime pas qu'on traque les animaux. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, à 95 ans, je perds un peu la boule, mais je vivais également au refuge.
Je disposais d'un appartement de fonction dans l'aile ouest de l'ancienne ferme. La nuit où Maurice de Grume fut tué, à plusieurs kilomètres du refuge, le rat était revenu. L'animal, exténué, trottine dans l'angle du muret longeant les petits mulots. Il doit regagner le premier étage par la gouttière, mais à bout de force, il se roule en boule au milieu de l'allée de gravier, puis tombe sur le flanc. Cette nuit, je ne dors pas. J'ai observé. J'ai vu la bête quitter le domaine aux environs de 21h30, et la voilà qui revient à 3h30 du matin. Et là-haut, au premier étage, l'étage des filles, une chambre faiblement illuminée indique que l'une des pensionnaires ne dort pas. La chambre du guet est éteinte. Je m'approche de l'animal blessé, il paraît mort. Cependant, de faibles soubresauts indiquent qu'il respire encore. Je pourrais à ce moment l'achever d'un coup de pelle. Mais quelque chose me fait penser qu'il n'a pas de mauvaises intentions à mon égard. Sinon, il s'en serait déjà pris aux personnes vivant ici. Et puis à ce moment, je n'ai pas la confirmation que ce rat est bien celui qu'on accuse de tous les crimes. Je n'aime pas tuer les animaux. Je le ramène jusqu'à mon appartement. Son corps est flasque et son pelage pendouille comme un pyjama trop large. Outre sa taille anormale, ce rat me paraît étrange. Je n'ai jamais vu un rongeur de cette nature. Je le dépose sur le plaid de mon canapé et je garde tout de même une pelle à portée de main, juste au cas où. Avec cette phobie des rats qui s'est installée dans le secteur, je m'abstiens d'appeler un vétérinaire. Je désinfecte ses plaies avec de l'eau oxygénée. Il ne se réveille pas. Il ne passera peut-être pas la nuit. J'enroule le plaid autour de lui pour le réchauffer. Une curieuse odeur de muguet émane de son corps. Je connais ce parfum. Mais une chose encore plus curieuse se produit au moment où je m'éloigne. Le plaid se déroule. Le corps du rat inanimé roule sur le sol. Il bouge comme si quelque chose se trouvait à l'intérieur. D'abord, les replis de sa peau se gondolent, effectuant des mouvements convulsifs comme le roulis des vagues. Puis j'ai l'impression que ses pattes s'allongent. Je m'approche. Ce n'est pas qu'une impression. Ses pattes postérieures et ses bras ont littéralement poussé de plusieurs centimètres. Et ça continue. A contrario, ses dents raccourcissent. Les poils de son pelage se rétractent et disparaissent. Toute sa morphologie se modifie dans une série de tressaillements. Je saisis la pelle. Je dois avouer que je tiens une belle frousse. Même si je ne peux pas décoller mon regard de cette chose, en train de prendre forme humaine, je garde mes distances. De temps à autre, un bras de la chose se soulève avec raideur. Une jambe tressaille, la tête pivote et petit à petit, les traits d'un visage se dessinent. À n'en point douter, c'est un corps humain que j'ai devant les yeux. Un corps nu, féminin. J'ai l'impression de me retrouver dans un conte de fées de mon enfance. Comment un animal peut-il se transformer en humain ? Et puis, en reconnaissant la personne étendue là, je comprends que c'est d'abord l'humain qui s'est transmuté en animal et qu'il vient de recouvrer sa forme initiale. J'ai d'abord beaucoup de mal à y croire. Je me pince l'arête du nez. Je cligne des yeux. C'est bien elle. Mamie Huguette. Huguette Muscari serait le rat tueur ? Comme une sorte de loup-garou ? Un rat-garou ? C'est absurde, mais pourtant bien vrai. Elle nous avait caché ça. Complètement remué par cette inconcevable transformation à laquelle je suis en train d'assister, j'en arrive à me demander quelle va être sa réaction en s'éveillant. Car elle respire, et de faibles gémissements sortent de sa bouche. Par un réflexe de pudeur, je recouvre son corps avec le plaid. Et puis je réalise l'indécence de la situation. Que dirait-on si on la trouvait ainsi dans son plus simple appareil, allongée sur le tapis de mon salon ?
Je décide de la ramener à sa chambre, pourvu que je ne croise personne. Il est environ 5 heures et les oiseaux commencent à s'éveiller. Je me hâte, mais je suis obligé de faire des pauses régulières avant d'atteindre le premier étage. Je glisse Huguette entre les draps de son lit et je m'éclipse avec mon plaid roulé sous le bras. Dans le couloir du dortoir, j'entends le grincement d'une porte qui me fait songer qu'il faudra que je vienne huiler les charnières dans les prochains jours. Mais surtout, qu'une des pensionnaires est déjà levée. C'est la petite Chloé. Debout dans l'entrebâillement de la porte de sa chambre, elle disparaît dès qu'elle me voit. Alors oui, vous êtes en droit de penser que mon grand âge m'a fait perdre la boule. Je me suis moi-même posé la question. Et ce que j'ai découvert par la suite ne va faire que renforcer ce sentiment. Car il fallait bien qu'il y ait une explication à cette étrange mutation de mamie Huguette en rat géant. Et l'explication est encore plus incroyable que l'événement lui-même. Je ressens encore le choc émotionnel que m'avait procuré la violence de cette révélation. Les jours suivants, j'ai surveillé Huguette. Je me demandais si elle avait conscience de sa capacité à devenir le rat-tueur, ou si, tout comme dans les histoires de loup-garou, elle subissait la mutation sans en garder le souvenir. Je n'ai pas osé aborder le sujet, mais je ne la quittais plus des yeux. Et puis des événements de plus en plus bizarres se sont manifestés. Le petit Bruno s'est fait arracher un bras. Le reste de son membre fut retrouvé dans une poubelle. Le petit malheureux prétendit que c'était la poubelle qu'il avait avalée. Que le clapet s'était animé comme une mâchoire de requin et que la poubelle carnivore lui avait mangé le bras. Cela arriva également à Kevin, qui parvint à ôter son bras juste avant que les dents d'acier ne se referment sur lui. On ne pouvait pas croire à ces versions farfelues. Huguette était sur la sellette. La menace d'une fermeture du refuge pesait pour négligence. Maltraitait-on les enfants ? C'est la question que les institutions concernées se posaient. Et puis, l'ultime drame est survenu, une semaine avant Noël. Ce même jour, j'eus la révélation concernant la métamorphose d'Huguette. Tout arrivait en même temps. Nous apprenons à l'instant l'évasion de Donald Gaburin du centre pénitentiaire de Trazin-les-Mosettes en Lorraine. Le prisonnier jugé dangereux a profité de travaux en cours dans la prison de haute sécurité pour déjouer la vigilance des systèmes de surveillance. Tout le monde se souvient de son procès retentissant suite à l'assassinat de 5 personnes lors du braquage d'une bijouterie en janvier 1980. L'homme actuellement en fuite est activement recherché. Il est possiblement armé et extrêmement dangereux. La police demande à quiconque l'apercevrait de ne pas intervenir et d'appeler immédiatement le 17. Sport, Christian Saron s'est une fois de plus illustré au Grand Prix de Monaco. Cette prison ne se situe qu'à 5 ou 6 kilomètres d'ici. Ce n'est pas rassurant de savoir un de ces gaillards dans la nature. La neige tombe depuis 2 jours et les enfants s'affrontent dans des batailles de boules. Laurette, Samia et Latifa confectionnent un bonhomme. Ils sont tous là, sauf le petit Bruno, hospitalisé, et Chloé, cloîtrée dans sa chambre comme à son habitude pour dessiner. Cynthia sonne la petite cloche pour annoncer l'heure du goûter. Huguette me sollicite. Fabrice, voulez-vous bien aller chercher Chloé, s'il vous plaît ? Elle est occupée à terminer son dessin. Les murs de sa chambre en sont recouverts. Pas des gribouillis enfantins avec un rond pour la tête et des barres pour constituer le corps, mais bien de magnifiques portraits de ses camarades. Et aussi des scènes imaginaires dans lesquelles elle les a inclus. Une série de ces dessins me frappe. 3 scènes dont l'action se déroule comme dans une bande dessinée. Un petit garçon s'approche d'une poubelle sur le premier dessin. Sur la seconde feuille, le clapet est ouvert et sur la 3e, la poubelle s'est refermée sur le bras ensanglanté du garçon. Bruno. Avec sans doute un fort accent, j'effectue une suite de signes pour lui poser ma question. Tu as dessiné ça avant ou après l'accident de Bruno ? Avant, évidemment. Il avait arraché le bras de ma poupée, alors je lui ai fait pareil. Mes yeux s'écarquillent. Là, elle a également dessiné Huguette qui se change progressivement en rat. Une BD géante qui se déroule tout le long du mur au-dessus de son bureau. Et ça,
Qu'est-ce que ça représente, signai-je tant bien que mal, même si j'avais déjà un embryon de réponse. C'est mamie qui se transforme en gratouille pour punir les méchants trocards. Gratouille, c'est un des rats que le service d'hygiène est venu emporter. Oh, vous le saviez sûrement déjà si vous avez bien suivi depuis le début. Chloé me montre également une autre séquence d'images coloriées qu'elle me traduit en gestuelle. Mais j'ai déjà saisi. Une voiture et le rat qui se faufile en dessous, ronge les freins, Maurice de Grume qui démarre, l'accident, et le rat qui lui dévore le nez puis lui arrache un morceau de cervelle. Cet enfant tout à coup me fait peur. Je suis horrifié et j'essaye de ne pas montrer la terreur qui secoue ma poitrine. La candeur qu'elle affiche me pétrifie. Je crois qu'elle ne se rend pas bien compte. Qui a pu mettre de telles horreurs dans la tête de cette petite fille? C'est-elle seulement que son monde imaginaire se projette dans la réalité? Je m'apprête à le lui demander, mais un vacarme provenant d'en bas interrompt mon geste. Depuis le réfectoire, j'entends des cris et la voix d'un homme. Je me rue dans l'escalier. S'il y en a un qui bouge, je vous tue. L'homme est armé d'un couteau, sa lame posée sur la gorge de Latifa. Il enserre l'enfant de son bras gauche et m'intime à ne pas tenter quoi que ce soit. Il apostrophe Cynthia. Toi, la grande, va chercher un téléphone. Mais je ne peux pas, il n'y a pas de prise ici pour le brancher. Alors, sans lâcher son petit otage, l'homme la suit jusqu'au bureau où Huguette s'occupe habituellement de l'administratif. Toi, le gros, tu bouges pas d'un poil ou je lui tranche la gorge. Je repense soudainement à l'annonce que j'ai entendue à la radio quelques heures plus tôt. Donald Gaburin, le détenu évadé. Celui qui avait pris perpète pour le massacre de 5 personnes dans une bijouterie. Une petite frappe arrêtée il y a 2 ans et dont les journaux locaux avaient fait leur chou gras en relatant le procès. Il a des exigences. Une voiture de sport avec le réservoir plein et une liberté de circuler. Voilà ce qu'il réclame à son interlocuteur à l'autre bout du fil. Sans quoi, il menace de tous nous exécuter. Le périmètre est bouclé. Le fuyard a senti l'étau se resserrer et son idée la plus fulgurante a été de prendre des otages pour tenter de s'en sortir. Il revient au réfectoire sans avoir lâché Latifa. Il demande à manger. Huguette se lève courageusement et lui tient tête. L'homme presse la lame sous la glotte de l'enfant et du sang commence à perler. Cynthia consent à lui apporter un plateau repas. Il jette Latifa au sol et s'empiffre tout en pointant son couteau vers le visage du petit Laurent. On n'a plus qu'à attendre que les flics m'apportent la voiture. Si vous vous tenez tranquille, ça devrait bien se passer. Je n'ai jamais vécu de minute aussi longue que celle de ce 17 décembre. Et je peux vous assurer que la véritable peur a une odeur. Une émanation subtile ressemblant à celle de l'ozone. Elle a même un son. Une onde feutrée qui frémit comme la face cachée du silence. Nous n'osons plus bouger, ni même dire un mot. Nous osons à peine respirer. Le forcené change de chaîne au téléviseur. Sur le déploiement des gendarmes et du GIGN après l'appel de Donald Gaburin, les intervenants restent discrets sur les intentions du fuyard. Nous sommes juste en mesure d'annoncer que Gaburin s'est introduit dans un orphelinat et retient les enfants et le personnel en otage. Notre envoyé spécial sera sur place et pourra bientôt éclairer notre lanterne. Le criminel, condamné à la prison à perpétuité, s'était rendu coupable d'un quintuple meurtre durant le braquage d'une bijouterie. Il est à craindre qu'il puisse s'en prendre aux enfants de l'établissement qu'il a, rappelons-le, pris en otage et qu'il garde sous la menace d'une arme. Si les enfoirés de flics essayent de m'entuber, je vous tue tous jusqu'au dernier. Visiblement nerveux, Gaburin s'empare du petit Kevin. Sa main tremblante presse le couteau contre la gorge de l'enfant qui sanglote. On va attendre bien sagement. Quand la voiture sera là, j'emmènerai celui-là avec moi. Et je le relâcherai peut-être une fois que je serai en sécurité. Il me tourne le dos. Je tente un pas dans sa direction, mais il se retourne d'un coup sec et me jette un regard glacial en pointant son arme vers moi. Alors le gros, on veut jouer les héros? T'as tout gagné. Je vais saigner ce petit nabot devant vos yeux pour vous montrer que je suis pas là pour plaisanter. Le petit Kevin est paralysé. Huguette intervient. Pour l'amour du ciel, ne faites pas ça, monsieur. Prenez-moi à la place de ce pauvre gamin. Et j'ajoute, soyez raisonnable, ce ne sont que des enfants. Rien à foutre. Son souffle est saccadé. Dans son regard,
Je perçois la lueur de folie qui indique qu'il s'apprête à mettre son geste à exécution. Le bord tranchant du couteau glisse lentement sur le cou du pauvre Kevin. Un filet rouge apparaît. Nous sommes impuissants à empêcher la tragédie. Mais soudain, un frisson traverse la pièce. Les enfants se recroquevillent, leurs os craquent, leurs visages s'allongent. Sous les yeux effarés de Gaburin et les miens, ils se transforment un à un en rats. 12 rats d'une taille phénoménale. Et dans chacun de ces regards noirs, je reconnais mes petits mulots. Cynthia, Laurent, Ahmed, Latifa, tous. Gaburin lâche Kevin d'un air dégoûté. Il hurle désemparé. C'est quoi ce délire? Il recule. Putain! Bien que je connaisse l'origine du phénomène, je suis moi-même tétanisé. Huguette aussi s'est métamorphosée. Et un autre rat, surgissant de derrière moi, vient se ranger à ses côtés. Chloé. La petite s'est visiblement incluse dans sa bande dessinée et se dresse, menaçante sur ses pattes postérieures. Gaburin brandit sa lame dans le vide. La meute se jette sur lui. Les griffes s'abattent, les dents claquent, les lamentations se noient dans le vacarme. Une oreille s'envole, un doigt tombe sur le carrelage et Gaburin s'effondre comme un tas de viande sanguinolent. Il est démembré, dépecé, son dernier cri s'étrangle dans un gargouillis. Le silence revenu, il n'est plus qu'un amas de lambeaux vermeils. Je reste figé, incapable de respirer. Alors les 14 rats se tournent vers moi. Mais au lieu de m'assaillir, ils disparaissent. Par des fissures, sous les portes, dans les conduits. En 1 minute, tout est vide. Plus de rats, plus d'enfants, plus d'Huguette. Je suis seul au milieu des restes sanglants de Donald Gaburin. C'est ainsi que les gendarmes m'ont trouvé, couvert de sang, hagard, incapable d'expliquer où étaient passés les enfants. Leur regard accusait déjà l'homme d'entretien fou qui avait massacré le criminel et fait disparaître ses pensionnaires. L'affaire a été classée comme l'une des plus étranges de la région. Officiellement, on parle d'une attaque de rats et d'une disparition collective inexpliquée. Mais dans les couloirs de la gendarmerie, mon nom revenait toujours. Moi, Fabrice Piret, l'assassin présumé des petits mulots. Mais il n'y avait aucune preuve. 40 ans plus tard, je jure sur ma tombe que je n'y suis pour rien. J'ai seulement été témoin de ce que je vous raconte. Depuis, j'ai déménagé. Mais parfois, la nuit, quand le vent siffle dans les gouttières, je crois entendre de petites griffes courir sous les combles de ma maison. Alors je me demande, suis-je sénile ou bien sont-ils revenus ? Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. J'avais envie de rendre hommage un petit peu aux années 80. Si vous êtes de ma génération, eh bien vous avez peut-être reconnu certains clins d'œil à des dessins animés ou des programmes ou des publicités qu'on regardait quand on était gamin. Je vous rassure, ma maman ne se change pas en rat, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, et son caractère n'est pas non plus identique à celui de Mamie Muscari que j'ai décrit. Je me suis plutôt inspiré d'une amie à elle, en fait, qui quand j'étais petit, gardait les enfants. Elle recueillait aussi des enfants abandonnés, elle les adoptait, et donc je trouvais ça beau, et je voulais en parler dans une de mes histoires. Et puis je me suis inspiré aussi de mes années internat, donc des années où on regardait Goldorak, Capitaine Flamme, un petit peu de nostalgie. J'avais envie de rendre hommage dans une histoire à tout ça, et puis aussi un petit peu à la magie de l'enfance, et aussi parfois à la cruauté, parce que les enfants sont pas toujours très cool entre eux. Et évidemment, je voulais aussi que l'histoire fasse flipper, puisque dans les Échos du Crépuscule, c'est le but, c'est de se faire des bonnes frayeurs. Et donc voilà, j'ai imaginé l'histoire du rat tueur et puis de sa transformation, un peu un genre de rat-garou. Donc voilà, c'était le dernier épisode des Échos du Crépuscule, la saison 1, qui reprendra, je pense, à la mi-avril.
En attendant, il va y avoir une nouvelle série sur la chaîne en 7 épisodes, Apocalypse City ça s'appelle. Alors c'est une histoire que j'avais commencé dans les années 2000. En 2004 si je me souviens bien, j'avais écrit la première histoire, le premier épisode. Normalement il n'y avait pas de suite. Et puis il s'avère qu'un jour j'ai reçu un mail d'une infirmière qui me dit voilà, je lis les histoires sur votre site, j'aime beaucoup vos histoires de suspense, et je m'en sers pour faire la rééducation d'une personne qui a fait un AVC et qui ne sait plus parler, et qui aime beaucoup les polars, les thrillers et tout ça. Et donc je voudrais savoir s'il va y avoir une suite à Apocalypse City. Ça m'a donné l'idée d'imaginer une suite à cette série, et donc j'ai réécrit dans la foulée 6 épisodes que vous allez découvrir donc au fur et à mesure sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite de bons moments sur la chaîne Sturpy Horror Stories, et puis bonne frayeur, à bientôt.